Routes et travaux publics, qu'a-t-il pu réaliser pendant son mandat? Face à face spécial ce vendredi 19 mars, après le journal de 19h. Je reçois M. Willy Ngopos, vice-premier ministre des ITP. Pas de développement sans infrastructure. Peu d'infrastructures donc. Peu de développement. Monsieur Willy Ngopos, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le vice-premier ministre en charge des ITPR, infrastructures, travaux publics et reconstruction. Quel est le bilan, on va dire, de votre action à la tête de ce ministère depuis un peu moins d'1 an et demi? Personnellement, je serai à l'aise de présenter mon bilan. Je dis bien moi, personnellement. Ce qui pourra ne pas être l'attente de la population. Parce que mon bilan qui est ressenti directement par la population, c'est ça les secteurs que nous dirigeons. Même si je n'étais pas ministre, le regardant moi-même en face, je dirais qu'il n'a pas été très positif. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Déjà, Christian, pour répondre à cette question, je voudrais bien circonscrire le cadre dans lequel nous travaillons. C'est quoi mon ministère? Mon ministère qui est en charge de la gestion, je parle de la partie route et autres, qui est en charge de la gestion de la route d'intérêt général, de voirie pour le ville, et pour une superficie de 2 345 000 km regorge ce pays. Nous avions malheureusement, ça dépend de deux personnes, ce sont les circonstances, nous avons eu un budget général l'année dernière qui est un budget communiqué à tout le monde, c'est passé au Parlement, qui n'était pas un budget qui devait booster l'économie, qui devait booster la croissance, qui devait booster le développement d'un État. 627 milliards de francs congolais, à environ 310 millions de dollars. 310 millions de dollars, c'est la moitié qu'il faudra peut-être pour une commune. Mais nous l'avons eu pour tout un pays. Ça, c'est le budget. En réalisation, il a été de 100% ou vous n'avez 310 millions à disposition, vous avez disposé de combien? Non, déjà, c'est ce qui était mis en disposition. Mais le décaissement n'a pas atteint même l'un quart. Même pas 100 millions? Ok. On n'a pas atteint 100 millions. Et il faut se dire, l'année dernière, c'est parce que, évidemment, j'ai hérité les ministères avec un programme qui était la volonté du président, c'était des promesses de campagne. Et à son arrivée, c'est normal, il a bien voulu lancer un programme de 100 jours qui était très bien perçu. Mais dans la matérialisation, malheureusement, il y a eu des petits déraillements, ce qui a créé des tollés dans la ville. Mais la volonté du président était de bien faire les choses de le départ. Et là-dessus, il y a eu un budget il y a eu de ressources qui n'étaient pas budgétisées. C'était l'extra budgétaire. Alors, vous comprendrez qu'au fil des temps, j'ai compris qu'on avait déjà commencé à entamer une partie du crédit alloué aux infrastructures. Et évidemment, c'est des ouvrages que nous avons finalement terminés et nous pensons que ça sert la population. Donc, nous n'avons pas eu assez d'argent pour faire beaucoup de choses. Pas tous terminés. On peut parler des sauts de moutons notamment. Oui, sur les 7 que nous devions rendre au public, nous en avons rendu 5 et les 2 autres sont pratiquement en instance d'être rendus très prochainement. Moins, on va dire, de 30% d'exécution du budget. Qu'avez-vous pu faire réellement? Ben voilà, nous avons essayé de réhabiliter quelques routes. Là, je te parle d'abord en termes de voirie. Quand nous disons nous parlons de nos régies, parce que le ministre en soi, ce n'est pas la personne qui descend dans la rue, commence à avoir des nids de poules, ou de faire des points à non. Le ministre, c'est lui qui conçoit la politique de son ministère. Il a fait appliquer par des régies qui sont mises à sa disposition. Et vous avez, pour le ville, donc la gestion de voirie dans ville, vous avez ce qu'on appelle communément l'OVD, et pour des routes d'intérêt général, vous avez l'office des routes. Si je dois parler de rapport des voiries, que nous décaissons l'argent, puisqu'au niveau des trésors, c'est nous qui sollicitons l'argent pour donner à ces régies pour les travaux. Et nous savons que dans des villes, par exemple la ville de Kinshasa, nous avons essayé quand même, tant soit peu, avec le maigre moyen, de faire de réhabiliter quelques artères.
Et personnellement, j'ai lancé les travaux sur la route Don Bosco, qui ne sont pas terminés. Et j'ai aussi ouvert presque, la route, l'avenue de la Paix, qui va de Kingabois, qui traverse 2, 3, 4 communes. C'est nous qui l'avons lancé. Et nous avons entrepris les travaux de réhabilitation aussi sur l'avenue Chrétien, qui part de l'entrée du général Tango Fort, qu'on appelle, là, qui va vers Thérisanium. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons fait des petites bretelles au niveau de station Ma Campagne. Derrière, c'est nous qui avons réhabilité ça. Nous avons réhabilité 24 novembre, vers Selembao là-bas, totalement. Et nous avons, avec le génie militaire, travaillé sur le pont de Ngaba. Là, je crois même que, en passant, je voulais quand même mettre un accent sur l'efficacité de nos militaires dans les services de génie. Un peu beaucoup de choses comme ça. Uniquement à Kinshasa, à l'intérieur du pays, vous ne vous êtes pas beaucoup manifesté? Si, nous avons, dans le cadre des entretiens de voirie de nos villes, en province, nous avons mis à la disposition de nos provinces 550 000 $ sur les 26 provinces. 550 000 $? Oui, ça, nous avons fait. Sur 26 provinces? Oui, je plaçais 550 000 $ dans toutes les provinces de la République. Ah, 550 000 $ par province? Par province, oui. Donc à peu près 14,3 millions de dollars. Oui. Ça, c'est avec les fonds d'entretien routier. C'est la politique que j'ai voulu mettre sur pied. Je me suis dit, au lieu que ces fonds qui servent d'entretenir les routes soient là seulement pour intervenir pour les réparations, je préférais mettre cela à disposition de toutes les provinces, de façon à ce que chaque année, si nous pouvons aussi avoir des montants qui arrivent en province, tant soit peu, on pourra peut-être changer le visage de nos villes. C'était une expérience, mais je ne pourrais pas dire que c'est concluant aujourd'hui. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Le degré de dégradation était tellement fort que les 500 000 $ jetés dans une province n'ont pas changé grand-chose. Quand on sait qu'un kilomètre de route, c'est à peu près $1 million, 500 000 $, c'est la réalisation de 500 mètres de route. Est-ce que ce n'est pas ridicule? Bon, là, vous parlez des routes qu'il faut revêtir par macadam. Mais on n'utilise pas que des routes à chaussée dures ou souples, non. On peut aussi avoir des routes en terre. 10 000 $ le kilomètre, soit 50 km par province. Il n'y a pas que ça, il y a des assainissements qu'il faut raccoter, il y a des caniveaux qu'il faut pour conduire les eaux. Ce sont des travaux d'entretien des chaussées, tout ça. Ça nécessite de l'argent. Dans les 550 000 km, des dollars plutôt, que nous avons mis à la disposition de toutes les provinces, étaient les besoins exprimés par ces provinces-là. Au regard de tout ça, on peut donc se dire qu'il y a à peu près 3500 km de routes asphaltées, un peu plus de routes en terre. L'état général est dégradé, détérioré. Quel est l'état des lieux de ces routes? En général, lorsque vous prenez les budgets généraux de l'État, c'est un budget qui ne peut pas résoudre avec éclat les problèmes de la République. Là, je parle d'abord dans tous les secteurs. Et lorsque vous devez revenir sur un seul secteur, qui est celui que nous avons dirigé, vous allez trouver qu'avec 321 milliards de dollars de francs congolais, et vous ne pouviez pas changer grand-chose. Vous ne pouvez pas changer grand-chose. Donc, devant vous, je peux vous confirmer, puisque tout le monde le voit, nous vivons dans ce pays, que nous n'avons que 6% de routes plus ou moins praticables. 6% de routes. 6%. Avec déjà un 3500 km pour 2 345 000 km² de route qui est quasi insignifiant. Très insignifiant. Le ministre des ITPR n'a-t-il pas dans ses attributions la possibilité extra-budgétaire de chercher des financements pour rétablir le reste? Oui, quand vous êtes ministre, ça signifie vous concevez et vous conduisez la politique de votre ministère. Vous êtes
je dirais pas souverain, presque plénipotentiaire pour développer votre secteur. Il n'est pas interdit à un ministre d'aller chercher les financements à l'extérieur. Ce n'est pas interdit. Il n'est pas interdit à un ministre de concevoir des mécanismes pour des financements extérieurs ou de passer par des projets financés en BOT. C'est pas interdit à un ministre. BOT, Build, Operating, Transferring. Voilà. Construire, exploiter et transférer à l'État. Voilà. Par les privés. Mais ce n'est pas pour prendre ça pour un prétexte, comme on peut le dire. Vous comprendrez que le Covid nous a quand même empêchés de sortir, d'aller à l'extérieur. Et les gens qui pouvaient venir chez nous ne sont pas venus. Nous aussi, on ne pouvait pas aller. Nous nous sommes contentés de quelques projets de financement extérieur qui sont gérés par la cellule des infrastructures, qui est l'une des branches que nous gérons. Et là, c'est le financement de l'Union européenne qui arrive, de la Banque mondiale, et nous pouvons saluer quand même leurs interventions sur la partie est du pays, où on a travaillé pendant très longtemps sur les projets Proroute, qui s'est arrêté. Maintenant, je crois qu'ils ont laissé la place à un projet Pacte, hein, mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour que Pacte nous vienne, parce que nous devons payer quand même 12 millions de dollars auprès de certaines entreprises qui avaient travaillé. Donc le financement extérieur... Dont nous sommes incapables. Que nous sommes incapables de payer. Nous ne sommes pas incapables, mais nous ne sommes même pas en difficulté de pouvoir le payer directement, du coup. J'ai commencé mon émission en disant pas de développement sans infrastructure, pas d'infrastructure dont peu de développement, peu d'espoir aussi. Oui, pourquoi pas. On ne peut pas vivre sans espoir. Mais qui viendrait d'où? Les nœuds du problème, je crois que nous devons arriver à avoir une assiette financière un peu beaucoup plus large que maintenant. Hein, tant que nous serons cramponnés sur des budgets du genre 5-6 milliards, malheureusement, nous ne pourrons pas satisfaire la population. La difficulté, c'est que pas de développement sans infrastructure, pas d'assiette fiscale plus large et plus nombreuse sans développement. Tout doit démarrer des infrastructures. Tout doit démarrer des infrastructures. Je ne suis pas le premier du pays. J'ai senti quand même des efforts du président de la République pour essayer de mettre un peu à l'avant-plan le ministère des Travaux publics. Mais il avait à la fois aussi beaucoup de chats fouettés. Il avait beaucoup de chats fouettés. La gestion d'un pays, c'est pas seulement les infrastructures. Mais quand bien même que, je pense qu'il devait être parmi les trois premiers ministères à prendre en charge. Si la politique était centrée sur les infrastructures, parmi les 3 premiers ministères, ce sont des ministères qui étaient capables de générer des recettes et de faire développer les pays. Mais vous êtes vice-premier ministre, donc vous êtes parmi les 3 premiers ministères avec le ministère du Plan et le ministère de l'Intérieur? Oui, mais nous ne fabriquons pas l'argent. Malheureusement, nous ne fabriquons pas l'argent. Et puis, je ne gère pas la sécurité. Vous savez que la sécurité prime. C'est pas ce qui se passe à l'Est tous les jours. On n'intervient pas gratuitement dans ces secteurs-là. Donc, ça prend beaucoup plus d'argent. Vous dites 3500 km de route. Récemment, nous avons reçu le conseil spécial du président de la République, M. Kayembe, qui nous a parlé de 20 000 km indispensables. Est-ce aussi, pas votre avis, mais est-ce qu'on pourrait atteindre et à quel horizon cet objectif? Ça dépend. Ayant constaté la modicité de nos recettes au niveau du Trésor et l'incapacité de notre fonds, les fonds-aires d'intervenir à travers la République, nous avons mis sur pied la politique de mettre beaucoup de routes en concession. C'est-à-dire, un privé amène son argent, et il travaille dessus, il réhabilite, il va certainement entretenir aussi la route. Et par un péage, il récupère son argent, mais évidemment, nous le laissons le temps pendant 10, 15, 20 ans pour récupérer sa route. Ça s'est fait de manière oppressionnelle. Oui, le péage. Cette formule a du succès?
Oui, oui, puisque mais si vous pouvez partir de Matadi jusqu'à Kinshasa et rouler à 180-200 à l'heure, c'est pas l'État qui a fait ça. C'est justement ça. La route est mise en concession. D'autres routes sont dans ce type de développement? Je suis rentré du Katanga il y a, je crois, un mois et demi, où me rendre compte de l'effectivité des travaux sur un contrat que nous avons signé avec une entreprise chinoise qui travaille de Kasumbalesa jusqu'à Sakanya, la route de 150 km, quelque chose. Et les travaux vont se terminer au mois de décembre. Donc, cette partie sera reliée à une très bonne route asphaltée, avec un port sec. Et voilà, progressivement, il pourra récupérer son argent. Nous avons fait ça aussi pour Kasomeno jusqu'à la frontière de la Zambie, en traversant la rivière Luapula. Toujours dans le Grand Katanga. Oui. J'ai dit Grand Katanga, j'ai pas pris de risque. Non. Lualaba. Il n'y a pas de risque à prendre, la Christian. Ce sont des investisseurs qui arrivent. On apporte l'argent lorsque c'est rentable. Le point d'être rentable. Lorsque nous vous disons que de Matadi jusqu'à Kinshasa, il y a fluidité de circulation, c'est parce qu'il y a les ports de Matadi. C'est rentable. C'est rentable. Vous n'amenez pas l'argent, là vous ne saurez pas comment le récupérer. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que là où c'est pas rentable, on risque de ne pas avoir de route avant longtemps? Je ne dis pas que là où ce n'est pas rentable, nous risquons de ne pas avoir des routes. Mais nous disons que là où il n'y a pas de routes, il nous est difficile de pratiquer cette politique, de mettre en concession, parce que l'investisseur risque de ne pas trouver un intérêt dessus. Et puis c'est normal. Oui, mais il y a des ressources minières, il y a des potentialités touristiques et autres en République démocratique du Congo. Est-ce que le ministère des Infrastructures n'est pas pour une politique de mise en valeur de ces potentialités pour développer les infrastructures? Là, c'est une combinaison de beaucoup de ministères. Bon, je n'étais pas dans la grande gestion du pays à l'époque. Je sais que le programme sino-congolais est parti justement d'un montage avec certains gisements miniers pour commencer à réhabiliter certaines routes de notre pays. Mais ça, c'est une politique qui doit être conçue au plus haut degré du pays. Ça ne vient pas d'un ministre du coup, parce qu'il ne va pas brader les minéraux, il ne va pas mettre les forêts en hypothèque, il ne va pas mettre les parcs sous hypothèque. Non, ça ne relève pas de moi. Ça doit être une politique qui doit être conçue au niveau très supérieur. Tshilé-Djelou et ce genre de politique? Tshilé-Djelou est l'une des politiques aussi. Nous sommes à la recherche toujours de chercher à couvrir l'étendue du pays. Et Tshilé-Djelou, qui signifie expérimentation, donc expérience, donc on va expérimenter. C'est un projet qui consiste à réhabiliter la voirie, en commençant par la ville de Kinshasa, évidemment avec une méthode de polymère. C'est une méthode qui est moins coûteuse. Ce n'est pas de l'asphalte comme tel. C'est un liquide qui solidifie les sols. La différence que c'est pour ça d'ailleurs nous ne le faisons pas sur de routes existantes déjà. On a utilisé des polymères qui sont sur de routes qui ne sont pas asphaltées. Ok. Oui, parce qu'on ne va pas mettre ces polymères-là sur une couche de macadam existante. Au risque de tout perdre. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Vous avez suivi que le président de la République a lancé des travaux sur la route Terre Jaune qu'on appelle. C'est une route en terre. C'est là que nous allons lancer pour la première fois ces polymères. À Kinshasa. À Kinshasa, et il y a quelques axes aussi en terre qui vont bénéficier de cela. Et après ici, nous allons nous occuper de l'espace Grand Kasaï. Grand Kasaï, et progressivement, ça va dans les Bandundu et ainsi de suite. On ne pouvait pas attaquer tous les pays parce que c'était quand même les ressources du pays tous les projets nous coûtent à peu près 194 millions de dollars. Pourquoi le Grand Kasaï? Parce que l'idée vient d'en haut?
Pourquoi les Grands Kasaï? Non, c'est pas les Grands Kasaï, c'est Kinshasa d'abord. Pourquoi aussi le Grand Kasaï et non pas le Grand Équateur, le Grand Kivu, qui est peut-être plus productif que le Grand Kasaï, ou d'autres provinces qui sont en mal d'infrastructures? Non, Christian, vous allez voir, le Congo central par exemple, le Congo central bénéficie des infrastructures déjà. Hein. Il y a le développement qui s'est fait à travers les ports. Et vous avez la nationale numéro 1 qui part de Matadi, qui traverse Kinshasa, qui traverse tout le Bandundu. Donc déjà, le Bandundu est servi par la traversée de la nationale numéro 1. La ville de Kikwit est aussi citée parmi les villes qui vont bénéficier très bientôt des travaux de réhabilitation. Et on a déjà commencé avec 9 kilomètres. Je crois que le programme va se poursuivre avec une quinzaine encore, pour bien embellir la ville. Et vous entrez dans les Kasaï. Reconnaissons aussi que ce sont des provinces qui... Je ne sais pas... Certains ont dit qu'ils ont donné beaucoup à la République, mais qui n'ont pas reçu, qui n'ont rien reçu en retour. Toutes les provinces ont donné beaucoup à la République. Toutes les provinces ont donné. Alors je ne voudrais pas parler du Bandundu qui a aussi donné l'huile de palme. Pendant très longtemps, c'est pas parce que c'est chez moi, hein, les plantations le verre et autres. Je ne parlerai pas de cacao, de l'UVA de l'Équateur. Je ne parlerai pas des autres provinces. Oui, mais on parle beaucoup du diamant du Kasaï. Et on voit, quand on va au Kasaï, la pauvreté extrême. Est-ce que ce n'est pas une compensation donnée au Grand Kasaï? Voilà, nous parlons des routes. Et les routes, je pense que c'est un vecteur de développement. C'est pourquoi nous essayons d'arranger la voirie. Je sais que ça développe pas l'économie. Hein, ce qui est le plus important, c'est de relier les grands axes. Bushma et Kananga, là c'est économique. Mais quand nous allons nous atteler seulement à faire de villes, c'est seulement juste pour embellir le ville. Prochainement, il y a encore une politique, une petite disponibilité de fonds qui sera là pour relier les villes. Alors, infrastructure, quand on regarde la définition, on voit route, on voit chemin de fer, on voit fibre optique, on voit port, aéroport, on voit navigabilité du fleuve entre Kinshasa et Kisangani notamment. Mais vous ne parlez que de route. C'est vrai, Christian. Quand on dit ministère des Infrastructures, Travaux publics, à l'époque, c'était une reconstruction, mais l'ordonnance qui nous désigne, qui nous confie la direction de ce ministère, s'est arrêté à ministre des ITP et non R. Hein. En passant, je vous signale d'ailleurs qu'il y a 2 secrétariats généraux. Donc, celui de la reconstruction est un secrétariat qui est orphelin aujourd'hui, parce que je ne sais pas si je dois les gérer ou pas. Mon ordonnance ne dit pas ITPR, ça dit ITP. Alors, les attributions sur papier du ministre des Travaux publics, évidemment, regorgent à son sein toutes ces choses. La gestion des ports, des barrages, le stade, des aéroports, c'est ça la construction. Le ministère des Travaux publics, comme on le dit, c'est le ministère qui construit pour l'État. Donc tout ce qui est comme bâtiment domaine public de l'État devrait être sous la gestion du ministère des Travaux publics, comme l'ordonnance le dit. Devrait. Pourquoi devrait? Parce que dans le fait, je ne gère pas ce secteur. Je ne gère pas. Qui le gère? C'est sectoriellement. Je crois que le ministre des Transports gère les ports. Comment est-ce qu'on peut faire une intégration du domaine de l'État si il y a plusieurs interlocuteurs? Donc les ITP, comme vous l'avez si bien rappelé, sont et restent toujours le spécialiste, l'expert du domaine en la matière. Oui, parce que je me mets une direction au secrétariat général, qui s'appelle direction du bâtiment civil. Hein, plein d'ingénieurs qui sont là-bas, puisque ce sont des bâtiments de l'État, et l'État a même prévu une direction de personnes qualifiées qui sont là pour construire, pour suivre, et finalement mettre seulement pour utilisation auprès des ministères qui devront en bénéficier. Pour un exemple, les stades par exemple. Les stades devraient être construits par le ministère des Travaux publics. Je crois que ça a été construit. Moi, je n'en ai pas construit un seul. Hein. Même la gestion devait être aussi par le ministère des Travaux publics. Mais le crédit
Si vous regardez et vous parcourez le crédit qui m'a été alloué, vous allez voir que la gestion de stade, ces crédits-là, est logé au ministère des Sports. Ce n'est pas dans mon ministère. Et ce qu'on appelle les services techniques administratifs, tous les véhicules officiels, c'est toujours chez vous? Là, vraiment, c'était mon cheval de bataille. À l'arrivée à ma prise de fonction, je pense avoir visité dans mes services, c'est là où je commençais. Et je ne serais pas très à l'aise de quitter ces ministères sans avoir réalisé ce que je promis, puisque je tenais vraiment à ça. Je tenais à ça, j'ai essayé de faire quelque chose. Les services transport administratif, c'est un service depuis, on était enfant, un véhicule de l'État devait être conduit par un chauffeur de l'État, et ces chauffeurs étaient formés quelque part. Les véhicules de l'État devaient être entretenus, garés et autres dans ces services-là. C'était ça ma vision sur le ministère. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que depuis plus de 20 ans, et tous les patrimoines de l'État, je voulais parler de Charrois Automobile, se retrouvaient pratiquement entre des garages de privés, des gestions de privés, des privés conduisent les véhicules de privés. C'est pas comme ça que j'ai conservé les choses. Donc aujourd'hui, on peut dire que tous les véhicules achetés par l'État sont entre les mains des privés, que l'État ne sait même pas, puisque tout relève du STA, ne sait même pas de combien d'éléments est constitué son garage. Bon, les véhicules de l'État, déjà, durant mon mandat, et il faut savoir qu'un véhicule de l'État a une durée de vie, plus de 5 ans, il est éligible au déclassement. Je n'en ai pas acheté. Avant moi, on n'a pas non plus acheté des véhicules neufs. Ce qui fait que les anciens véhicules, la gestion des anciens véhicules, tels que je les ai trouvés, par manque de cadre ou bien le gérer, qui était ces services de STA, n'ont pas une bonne prise en charge. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Et le Grand Inga, on parle d'une grande construction. Les grands Inga, je ne gère pas ça. Ce n'est pas non plus les infrastructures. Non. Monsieur le vice-premier ministre, que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire pendant votre mandat? J'avais une politique à la prise de mes fonctions. Je voulais bien, sur les 58 000 kilomètres de nos routes, atteindre ne fût-ce que 15 000. Ne fût-ce. Ne serait que ça. Mais je crois que les conditions dans lesquelles nous avons fonctionné, la Covid, la guerre à l'Est, l'État n'a pas eu la possibilité de nous loger ces fonds-là. Et voilà, malgré toute la bonne volonté, on ne pouvait rien faire. Je regretterais aussi de ne pas pouvoir réhabiliter ce garage dont je vous parle. Je me réjouirais d'avoir relancé au moins une politique de programme d'entretien routier à travers toute les provinces. Et je mettrai à mon actif, aussi à notre actif, je parle même de mes collaborateurs, d'avoir redonné l'utilité au contrôle des travaux qui doivent s'effectuer avec les bureaux techniques des contrôles. Et je me sentirai aussi à l'aise d'avoir connecté deux pays et à travers la route de Kassombeno et l'autre de Sakania. Et nous avons quand même livré 5 sauts des moutons. Nous avons réhabilité quelques artères, comme nous avons dit. Et voilà, les ministères ne s'appellent pas Ngopo, ça s'appelle Travaux publics. Chacun fait ce qu'il peut faire à sa période. Est-ce que vous espérez vous succéder? Franchement, Christian, il ne faut pas être ministre seulement pour l'être. Non. Dans ces conditions, avec ces budgets, ça ne me séduit pas. À quoi vous engagez-vous personnellement dans l'avenir pour les infrastructures? Il faut mettre un budget consistant et qu'on puisse considérer les ministères des Travaux publics, les classer parmi les 3 grands premiers ministères. C'est vrai qu'il y a des ministères de souveraineté, la justice, des affaires étrangères et autres, mais les ministères qui développent le pays à l'intérieur
Je crois même qu'il est le premier. Je Vous, pense qu'il faut me le considérer le tout premier. vous êtes prêt à militer pour ça? Oui, c'est ça ma vision. Est-ce que ce ministère... cette question tombe d'ailleurs, mais je vais la poser, puisque je la pose à tous les ministres que j'ai reçus dans cette émission, est utile? Si oui, est-ce qu'il, puisqu'on parle de réduction de l'effectif gouvernemental, peut être fusionné avec un autre ministère? Non, mais à lui seul, il est déjà très grand. Hein. Il est déjà très grand. C'est un méga ministère. Il a beaucoup de choses à son sein. De fusionner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que... Aménagement du territoire, tourisme. Non, tourisme, non. Aménagement du territoire. Aménagement du territoire, peut-être. Peut-être le fusionner alors avec le ministère des Finances, parce que les finances semblent être le gros problème, mais votre ministère peut lever des fonds pour s'autofinancer. Je ne pense pas que les finances soient un problème. Hein. Les finances n'inventent pas non plus de l'argent. Et c'est vrai que le ministre des Finances a sous sa gestion de régie. J'avais déjà moi-même été vice-ministre de budget, donc j'ai une petite connaissance sur le parcours de l'argent. Le ministère des Finances, en réalité, n'utilise que ce que le budget a dans l'assiette, le budget de l'État. C'est là où se trouve l'argent. C'est au niveau du ministère des Budgets que se trouve l'assiette qui répartit de l'argent à tout le monde. Oui, mais votre problème à vos infrastructures, c'est les finances. Il existe dans d'autres pays des mécanismes pour financer les infrastructures sans que cela ne pèse particulièrement sur un budget qui, dans notre cas particulièrement, est faible. Ah oui, je comprends votre question maintenant. Je vous dis qu'à part les fonds de trésor, le ministère des Travaux publics, c'est bien conçu déjà d'ailleurs, il a ce qu'on appelle les fonds d'entretien routier, FONER, comme on appelle, les FONER. D'où viennent ces recettes? Ces recettes proviennent de la collecte sur le pétrolier. On a prévu quand même un fonds pour les routes, les fonds d'entretien routier qu'on appelle FONER, dont la provenance et la collecte de $100 par mètre cube de pétrolier font entrer au pays. C'est comme ça qu'à la fin de chaque mois, il est projeté, attendu à peu près 9, 10, 11, 12 millions de dollars. Et si vous les projetez en 12 mois, vous avez 140 millions de dollars, mais qui est assez insignifiant. Et mon cabinet s'est attelé déjà depuis quelques semaines à trouver la possibilité de changer la nature de ce fonds. Qu'il ne soit plus les fonds d'entretien routier, mais que ça devienne carrément un fonds routier. Pouvant partir de ce montant, cette somme des 10 millions par mois, par exemple à 100 millions par mois, et de les projeter en 12 mois et faire 1,2 milliard. Ce qui pouvait être quand même quelque chose d'assez consistant pour intervenir sur les réseaux. Et qui pourrait relever du seul ministère des ITP ou mixer avec un autre ministère pour justement permettre à lever des fonds directement pour l'accomplissement de ces infrastructures? Non, mais le ministère des Infrastructures, à lui seul, consommer $1 milliard, c'est pas beaucoup, c'est même peu. Donc je ne vois pas pourquoi on va les dissocier de ce ministère. Il ne faut pas les dissocier de ce ministère. Le fonds, il reste, c'est un fonds qui a une autonomie de gestion, mais qui est rattaché au ministère des Infrastructures. Et si vous devez le laisser sans maître, il risque de ne pas produire les effets.